Bienvenue sur le plateau de BFM Politique, émission retransmise également en direct sur BFM Radio. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Donc un sondage aujourd'hui publié par le JDD indique que vous êtes la femme politique préférée des Français, juste derrière Christine Lagarde. Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point, vous interrogera à ce sujet tout à l'heure, comme il vous parlera plus longuement d'ailleurs de la guerre au Mali. Mais quand même, il y a eu un événement hier dont on a appris la réalité aujourd'hui. Un troisième soldat français a été tué dans les combats. Des djihadistes apparemment sont tués en grand nombre également, ainsi que des soldats tchadiens d'ailleurs qui sont alliés des Français. Est-ce que cette mort d'un troisième soldat français remet en cause le principe de cette guerre? Bien entendu que non. Cette mort, bien entendu, est terrible et nous exprimons la plus grande compassion aux familles de ces soldats qui tombent. Mais c'est la guerre. Le principe même de la guerre, c'est de contenir le risque, évidemment, de pertes humaines. Bon. Et je pense que les soldats le savent. Ils ont ça au fond des tripes et lorsqu'ils s'engagent, ils savent que la mort peut être au bout du chemin. Cette guerre a l'air d'être bien menée et je pense que ceci démontre les grandes capacités et la grande qualité de l'armée française qui œuvre, il faut bien le dire, avec des moyens qui restent limités et qui ne sont pas à la hauteur, en revanche, des missions qu'on leur confie. Alors il va falloir en tenir compte, et notamment lors du prochain budget, et arrêter de baisser régulièrement le budget de l'armée, parce qu'une armée qui n'a pas véritablement les moyens, voit accroître le danger, bien sûr. Je disais tout à l'heure, Christophe vous posera d'autres questions sur cette guerre. Autre actualité du jour, beaucoup moins dramatique, celle-là, les Suisses ont voté à près de 70% pour l'interdiction des parachutes dorés concernant les grands patrons. Donc en Suisse, il va y avoir une loi, dans un an semble-t-il, pas avant, concernant cette interdiction. Vous souhaiteriez un référendum sur cette question également en France? Pourquoi un référendum? Je vois, je vous pose la question. Pourquoi ne prenons Parce que vous aimez les référendums. Donc pourquoi ne prenons-nous pas cette décision? Les Français sont très majoritairement pour la suppression des retraites chapeaux, pour la suppression des parachutes dorés, et on ne comprend pas d'ailleurs que ce gouvernement n'ait pas encore mis en œuvre ce type de mesures qui scandalisent à juste titre les Français, d'autant plus que bien souvent ces parachutes dorés interviennent alors même que ces dirigeants de grandes entreprises ont bien souvent mis ces entreprises dans de graves difficultés. C'est encore plus choquant peut-être. Alors à propos de référendum, hier vous en avez demandé un solennellement à François Hollande qu'il organise donc ce scrutin sur l'Union européenne en janvier 2014. Bon, pour l'instant on n'a pas encore la réponse du côté du gouvernement, mais Jérôme Chartier, qui est le porte-parole de François Fillon, disait aujourd'hui mais c'est une erreur absolue. En fait, les Français sont pour l'Europe. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le manque de protection de l'Europe actuelle. Et que M. Chartier leur pose la question alors? Parce que comment peut-on être contre un référendum? M. Chartier parle au nom des Français, mais en 2005, les Français ont dit non à la Constitution européenne et l'UMP et le PS leur ont imposé le traité de Lisbonne. Ils ont fait, M. Mazerolle, ainsi un choix qui les portera devant le tribunal de l'histoire. Car c'est les Français qui avaient raison de dire non. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Pourquoi janvier 2014? Pourquoi est-ce que je réclame un référendum en janvier 2014? Parce que nous serons à la croisée des chemins. Parce que tout s'accélère et la décrépitude de cette Union européenne s'accélère dans des proportions spectaculaires. Janvier 2014, c'est le moment où il y aura une nouvelle loi de finances qui va mettre en place l'austérité dans sa vitesse de croisière. Car aujourd'hui, que les Français le sachent, nous ne sommes qu'au tout début des politiques d'austérité qui vont être mises en œuvre, exigées justement par le traité de Lisbonne que l'UMP et le PS ont voté. Janvier 2014, c'est le moment où on va être obligé d'ouvrir l'intégralité de nos métiers, de nos emplois aux Bulgares et aux Roumains et où on ne pourra plus expulser les Roms qui se multiplient en France avec toutes les nuisances que cela peut créer. C'est aussi le moment où va probablement être appliqué l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui va en traiter une razzia sur notre agriculture et sur notre industrie.
d'accord de libre-échange. Oh, il est déjà bien entamé dans l'esprit de nos dirigeants, croyez-moi. Donc on va se retrouver à la croisée des chemins. Les Français doivent pouvoir dire ce qu'ils en pensent. Alors, Marine Le Pen, quand même si les Français partagent souvent vos idées, sur l'euro, en revanche, ils ne vous suivent absolument pas. Sondage après sondage, on voit bien que même s'ils râlent, même s'ils ne sont pas mécontents, s'ils ne sont pas contents, même s'ils voudraient que l'euro soit moins fort, etc., ils sont très largement majoritaire à vouloir rester dans la zone euro. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat sur l'euro. Alors faisons ce référendum. Ça va nous permettre, dans les 10 prochains mois, d'avoir un vrai débat sur ce qu'est l'Union européenne. Un vrai débat sur les conséquences d'un euro dont on dit qu'il est fort, ce qui, à mon avis, est un contresens. Parce qu'un euro fort, on a l'impression que c'est une force, alors qu'en réalité, c'est une terrible faiblesse pour notre économie. En fait, c'est un euro cher. Eh bien, nous allons discuter des conséquences de cet euro cher sur notre désindustrialisation, sur un chômage endémique. Et je vous rappelle, Monsieur Mazerolle, permettez-moi, pendant toute la campagne présidentielle, quand j'ai demandé à retrouver une monnaie nationale pour pouvoir opérer une dévaluation pour oxygéner notre économie, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux par la classe politique. Or, aujourd'hui, je remarque qu'attiré probablement par le centre d'attraction que représentent les idées que je défends, eh bien, ils demandent tous une dévaluation ou une dépréciation de l'euro. C'est donc bien qu'encore une fois, j'ai réussi au moins à les convaincre de cela. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous traitera de nom d'oiseau, mais vous aurez un débat sur l'Europe et sur la parole politique avec Hervé Mariton, le député UMP, qui est chargé d'ailleurs de rédiger le programme de l'UMP. Mais je voudrais vous faire entendre quelques réflexions que nous avons glanées là où vous étiez d'ailleurs il y a 3 jours, je crois, le salon de l'agriculture, c'est de l'autre côté de la rue, ça se tient actuellement à la porte de Versailles à Paris. Et là, on a demandé aux agriculteurs présents, mais est-ce que vous pouvez vous passer de la politique agricole commune? Voilà leur réponse. C'est facile de parler. Elle sait très bien qu'elle ne sera jamais au pouvoir, donc elle peut dire ce qu'elle veut. Mais ce qui serait important, c'est de vraiment négocier, parce que pour l'instant, aucun homme politique au pouvoir négocie vraiment pour les petits agriculteurs. C'est forcément indispensable. Nous ne pourrions pas survivre, je ne dis pas vivre, mais même survivre avec la vente des bêtes aujourd'hui. Ne pas supprimer la PAC, surtout pas. L'agriculture en a besoin. Et un rééquilibrage en faveur des zones et des productions fragiles. La PAC, elle a été là pour nous aider, mais en sortir, ce serait quand même assez difficile. Donc, mais après, les élections ne sont pas encore là et on verra au fur et à mesure. Voilà, c'est pratiquement unanime. La PAC, ça ne marche pas bien, ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait, mais néanmoins, elle est indispensable. Mais Monsieur Mazerolle, votre question est mal posée. Car il n'a jamais été question de supprimer la PAC. Si on sort de l'Union européenne, question de la nationaliser. Pardon, Marine Le Pen, mais si on sort de l'Union européenne, si vous gagnez un référendum sur l'Union européenne, on sort de l'Union européenne, il n'y a plus de PAC. Monsieur, ce que ces agriculteurs disent, c'est qu'ils reçoivent 10 milliards d'euros par an et qu'ils en ont besoin. Non seulement je propose de continuer à leur verser ces 10 milliards d'euros par an, mais d'augmenter ces aides et de les réorienter d'ailleurs plutôt à destination des éleveurs et des petites structures plutôt qu'à destination des grands céréaliers comme c'est le cas actuellement. Donc ils vont y gagner. Mais si vous leur dites est-ce que vous voulez supprimer la PAC, ils vont dire non. Sauf que la PAC ne sera pas supprimée, elle sera remplacée par la PAF, la politique agricole française, c'est-à-dire des aides qui seront mieux orientées, mieux, comment dire, réfléchies avec ça et plus importantes. Et ils vont exporter que Pourquoi les Allemands achèteraient-ils des produits français s'il n'y a plus d'Europe? Mais attendez, pour l'instant, l'Allemagne, elle est en train de nous faire une concurrence internationale déloyale et de prendre l'intégralité de nos marchés agricoles, comme le porc. Et je vous signale qu'une grande structure qui s'appelle GAD, dans le porc, 1700 emplois, je crois, est en train de se casser la figure à cause de la concurrence internationale déloyale, et notamment celle de l'Allemagne, qui, comme vous le savez, utilise des employés avec des salaires très bas qu'elle va chercher directement en Europe de l'Est. Vous dites que s'il n'y a pas de référendum, vous transformerez les élections européennes de juin, je crois, 2014, en référendum sur l'Europe. Est-ce que votre ambition à l'occasion de ces élections, c'est que le Front National soit la première liste en France? Oui, mais le débat est lancé.
Et personne ne pourra y échapper. Et je veux dire, l'UMP et le PS chercheront à échapper à ce débat européen. Nous allons parler, et c'est très enthousiasmant avec les Français dans les 10 prochains mois, nous allons parler du retour, effectivement, aux monnaies nationales et de l'immense bénéfice que nous allons tirer. Nous allons parler de la dissolution de l'espace Schengen, c'est-à-dire on va retrouver de la nécessité de retrouver nos frontières pour arrêter ces flux migratoires qui sont absolument anarchiques. Nous allons parler du retour nécessaire de la primauté du droit national qui est profondément démocratique, sur le droit européen et évidemment de l'autorisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du patriotisme économique. Être numéro 1 à l'occasion de ces élections. Mais je le voudrais parce que être numéro 1 à l'occasion des vous avez élections l'ambition, européennes, vous pensez que c'est possible? Ce serait démontré. Mais bien sûr que c'est possible. Si en Italie, 50% aujourd'hui des Italiens ont voté pour des partis eurosceptiques, c'est bien qu'il y a un printemps des peuples européens qui est en train de naître. J'y viens. Et j'espère évidemment que ce printemps va fleurir aussi en France, bien sûr. J'y viens, Marine Le Pen, quand même. Vous n'allez pas me faire croire que vos modèles, c'est un ancien artiste de cabaret et un ancien leader politique, ou un leader politique plus exactement, qui est poursuivi dans les affaires de mœurs et de fraude fiscale. Mais écoutez, comme c'est le cas de BP Grillo et de Silvio Berlusconi. Non mais monsieur, vous personnalisez ces débats. Moi je m'en moque de savoir les personnalités. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 50%, plus de 50% des Italiens qui ont voté pour des idées eurosceptiques, pour le rejet de l'austérité, pour le rejet de cette Union soviétique européenne, pour le rejet d'une Union européenne qui, encore une fois, apparaît de plus en plus totalitaire et dont les résultats économiques sont dramatiques. C'est ça qui m'intéresse. Ce sont les idées qui m'intéressent. C'est pas les personnalités des uns ou des autres. Il ne propose pas de solution. BP Grillo, il dit qu'il faut travailler 20 heures par semaine. Vous vous rendez compte? Non mais écoutez, c'est pas le problème. Il y a une remise en cause de l'euro monnaie unique. Voilà. Il y a des gens qui en Italie ont dit, eh bien, il y a une autre possibilité que celle-là. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est cela qui, a permis de faire naître ou d'exprimer une véritable révolte des peuples européens aujourd'hui, dont je vous signale qu'un élément est passé complètement inaperçu et il était pourtant spectaculaire, c'est la Bulgarie. Il y a quelques jours, il y a eu une révolution en Bulgarie. Il y a eu des milliers de gens qui sont descendus dans la rue contre des augmentations d'impôts et de taxes. Il y a eu d'ailleurs dramatiquement, excusez-moi, permettez-moi, des violences très graves. Pourquoi ne pas réformer l'Europe de l'intérieur? Vous croyez que c'est impossible à cause de Mme Merkel, à cause de l'Allemagne? Mais c'est impossible. Pourquoi? Je crois que l'Union européenne n'est pas réformable, comme l'était l'Union soviétique. Ce sont des structures profondément néfastes, profondément totalitaires dans leur esprit et qui ne sont pas réformables. Et d'ailleurs, Monsieur Mazerolle, vous êtes depuis au Parlement le temps européen que la classe politique française dit qu'il faut réformer l'Europe, qu'il faut réorienter l'Europe. Est-ce qu'elle s'est réorientée? Est-ce qu'elle s'est réformée? Non. Elle a continué indubitablement à aller dans le mur et en klaxonnant. L'Allemagne est en désaccord avec les réformes que nous devons exiger. On ne trouvera pas d'accord pour réformer cette Union européenne. Il y a un impérialisme allemand qui dicte sa loi à l'Europe? Enfin, évidemment, mais surtout on a créé les structures pour s'empêcher de la réformer. Lorsque j'entends le PS et l'UMP venir nous dire qu'il faut obtenir une dévaluation ou une dépréciation de l'euro, mais ils vont demander ça à qui? À la Banque Centrale Européenne? Mais ils ont eux-mêmes admis que la Banque Centrale Européenne était indépendante et que donc ils se sont privés de la possibilité d'exiger en tant qu'État une politique, un changement de politique de la part de la Banque Centrale Européenne. Alors je crois que ce grand débat que j'ai lancé hier, eh bien, va permettre de démontrer aussi l'hypocrisie de la classe politique française et somme toute son impuissance. Eh ben, ça va être chaud tout à l'heure avec Hervé Mariton. On va marquer une pause et puis ensuite vous aurez l'interview économique avec Emmanuel Le Chip de BFM Business.